Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité ce dimanche. Chers amis internautes, je reçois pour vous Christian Da Silva. Il est acteur politique, membre fondateur du parti politique Union Progressiste, anciennement directeur général adjoint de Bénin Télécom Infrastructure. Aujourd'hui, il est le directeur général de l'Agence pour la prévention des risques professionnels de la santé et de la sécurité au travail. Avec lui, chers amis internautes, nous allons commenter la tenue effective de la tournée gouvernementale d'explication des raisons profondes de la vie chère au Bénin et des mesures prises par le gouvernement pour atténuer, ces causes exogènes de la vie chère au Bénin. Et avec lui, si le temps nous le permet, nous parlerons également de cette agence qu'il dirige depuis un certain temps. Bonjour à vous, Christian Da Silva. Bonjour, Monsieur Kader. Merci d'avoir répondu favorable à l'appel. Je suis toujours là, disponible quand le besoin se fait. Je vous ai appelé un peu tardivement parce que un honorable député m'a posé un gros lapin, donc toutes mes excuses pour cet imprévu, inattendu. Bon, nous avons essayé de rester quand même disponible. Disponible, merci. Alors, vous êtes acteur politique. Vous avez suivi cette tournée gouvernementale qui s'est rendue effective depuis le 12 mai dernier. Quelle est votre appréciation d'entrée de jeu sur la démarche effectuée par entreprise, j'allais dire par les membres du gouvernement soutenus par les députés et les préfets? Alors, je pense que du point de vue communicationnel, c'était important parce que, vous savez, les populations à la base, souvent, n'ont pas le temps de regarder les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, c'est tout ce qui est médias, la télévision, les quotidiens à lire, même tout ce qui est envoyé comme contenu, information sur les actions de la nation, de l'État, du gouvernement, sur tous nos supports sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, LinkedIn et tout le reste. Donc, pour moi, les élus, d'abord les députés, et même certains membres du gouvernement, dans cette démarche, ont effectivement fait ce qu'il fallait pour que la population qui est à la base et qui donc n'est pas forcément au quotidien de l'information politique puisse être renseignée, puisse savoir qu'au fait, on vient vers elle et que ce n'est pas seulement lors des élections ou lors de certaines actions politiques qu'ils ont donc les élus ou les membres du gouvernement dans leur localité. Donc c'était une bonne chose. C'était une bonne chose selon vous. Alors, c'était une bonne chose. Est-ce que le message véhiculé aux populations était à la hauteur des attentes selon vous? C'est vrai que les messages ont été transmis et bon, pour ce que nous avons eu comme information, il y a eu effectivement des populations, je dirais, qui ont souhaité peut-être une autre approche. Et c'est dans ce cadre-là que, bon, je pense que il y a un autre travail à faire. Pour ma part, bon, je n'ai pas été dans le mouvement qui a été médiatisé, par exemple, mais j'ai, dans les différentes localités qui ont constitué, je dirais, mon parcours, vie familiale, vie professionnelle ou autre, donc dans ces différentes localités-là, j'ai donc approché des personnes, des populations que j'appelle vulnérables à la base, pour leur expliquer, pour aller vers eux de façon même informelle, pour leur faire comprendre ce qui se passe. Et je crois que cette approche a beaucoup été, je dirais, acceptée. Et je pense franchement que dans le déroulé du retour de ce qui aura à faire, il y a donc, je pense, une autre démarche à faire pour pouvoir donc renseigner beaucoup plus ces mêmes populations-là.
Alors, avant de revenir, d'évoquer cette démarche que vous souhaiteriez quand même qu'elle soit adoptée pour que l'information soit davantage propagée, le message selon vous, il est lequel? Pour vous, quelles sont les raisons réelles de la vie chère? Oui, la vie chère, écoutez, on va le redire encore, c'est beaucoup de choses. C'est plus de 2 années donc, de stagnation Covid. C'est également les conflits de part et d'autre dans le monde. Il n'y a pas que le conflit Ukraine-Russie, il y a aussi les conflits, l'Al-Qaïda et tout ce bloc terroriste qui essaie donc d'affaiblir les États et notamment dans notre sous-région de fragiliser les économies parce que d'abord ils impactent au niveau donc des classes les plus démunies parce que vous vous rendez compte, ils vont dans des localités où les gens ont peut-être de quoi manger une fois par jour et ils débauchent, ils prennent ces jeunes-là. Ils font des recrutements. Ils font des recrutements, ils leur brandissent une certaine idéologie et surtout un certain gain et ils les enlèvent complètement de leurs racines et les préparent pour donc être de véritables fléaux économiques et politiques pour nos peuples. Et c'est ça, pour moi, c'est d'abord ça le danger. Le vrai danger, il est là, il est à nos portes, il est parmi nous. Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas que ces deux grands phénomènes sur lesquels on se positionne, mais il y a tout le côté social qu'il faut revoir. Il faut pouvoir trouver donc des systèmes, des formules, des possibilités de pouvoir franchement sécuriser un peu toutes ces personnes-là, soit qui sont découragées ou soit qui sont embarquées dans des aventures graves, dangereuses, au prix même de leur vie et de celle de leur famille. Donc pour moi, c'est ça un peu le débat, quoi. Oui. Alors dans la foulée, le gouvernement il a pris des mesures. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos amis internautes qui, eux, n'ont pas fait partie de votre sensibilisation, quelques-unes de ces mesures-là que l'État central a eu à prendre pour atténuer la vie chère? Oui, bien sûr, il y a des mesures qui ont été prises sur l'exonération de la TVA. Il y a des mesures qui ont été prises sur le contrôle des prix dans les marchés. Il y a des cellules qui se sont formées pour que, effectivement, comme le disent les bonnes dames de nos marchés, mais nous n'avons aucune idée, ou même des clients, ils disent, mais voilà, les gens ont profité de la crise pour continuer de vendre et de vendre cher, alors que nous ne savions pas qu'il y avait eu donc exonération TVA, facilitation au niveau donc de l'ensemble du système commercial au niveau de certains produits. Donc, pour moi, aujourd'hui, la communication, elle est passée. Maintenant, il ne faut pas seulement se dire que, bon, ça a été peut-être, j'en sais rien, à 60% ou à 70% atteint, et puis on baisse la garde. Non. Alors, selon vous, tout à l'heure, vous êtes en train d'évoquer cela. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire aujourd'hui pour véritablement essayer d'atteindre le plus grand nombre? Alors, nous avons des élus locaux qui sont des députés, qui connaissent leur population, qui ont donc forcément en charge de pouvoir aller vers ces populations-là à tous les niveaux, que ce soit dans toutes nos contrées, en ville, dans les campagnes ou les quartiers de ville. Ils doivent trouver la façon de pouvoir regrouper ces personnes-là. Pas forcément les autorités locales, pas forcément les leaders politiques de leur commune, non. Mais au-delà de cela, rassembler ce que j'appelle les personnes les plus défavorisées, les personnes les plus socialement exposées, parce que n'ayant pas l'information, ou tout simplement parce que n'ayant jamais eu l'occasion de pouvoir s'exprimer, être écouté, ainsi de suite. Donc,
C'est de ça il s'agit. Donc, Il faut qu'on aille vous vers estimez les en fait en populations. réalité que ces séances d'échange qui permettent aux populations de s'exprimer sont bénéfiques, en d'autres sortes sur le plan politique? Oui, elles sont bénéfiques. Elles sont bénéfiques, ces séances. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait un peu, comment dirais-je, dépolitiser ces séances. Ces séances, pour moi, doivent être également des séances qui auront un caractère civique, qui auront un caractère de responsabilité sociale, de dialogue social. Parce que je ne rebondis pas sur mon agence, mais écoutez, nous sommes dans la prévention des risques à tous les niveaux. Et ça, c'est partout, dans tous les débats, niveau économique, niveau politique, niveau organisationnel, niveau social, niveau familial, c'est partout, partout au niveau cadre de vie. Donc, c'est de voir un peu cette communication-là comme une formule de prévention. Prévenons donc pour que nous puissions mieux communiquer, pour que nous puissions mieux renseigner, pour que nous puissions mieux maintenant assainir pour pouvoir développer les choses à venir et aller sur de grands projets. Alors, quand vous le dites ainsi, est-ce à dire que vous souhaiteriez que, en termes clairs et plus simples, que les maires, les députés, vous allez dire, descendent sur le terrain, les maires, les CA descendent sur le terrain pour informer les populations? Oui, ils sont descendus, c'est ce que j'ai dit, ils sont descendus par rapport à l'action gouvernementale, mais pour moi, il faut qu'ils c'est aillent la veille. Encore seuls. C'est la veille permanente. Il faut qu'ils aillent seuls. Ils n'ont pas forcément d'aller avec, comment dit-on, la casquette politique gouvernementale. Ils doivent y aller parce que, au fait, normalement, en retour de cette action qu'ils ont faite là, ils doivent avoir donc un état des lieux pour que ceux-là qui, par exemple, les ont approchés un peu officieusement, je dirais non formellement, puissent maintenant venir vers eux, leur parler des choses qui ont systématiquement rapport avec leur localité. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont à Tchoumi n'ont pas les mêmes problèmes avec ceux qui sont à Cotonou ou à Gbagba, ainsi de suite. Donc c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit véritablement. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que de telles séances sont à instaurer ou instituer au sein de la République afin que les gouvernants se rapprochent davantage des populations directement, pas par personnes politiquement interposées, pour leur faire part des prouesses? On a vu le chef de l'État faire la tournée nationale de reddition de comptes. On voit aussi les ministres aller au contact des populations pour leur exposer des mesures prises par le gouvernement pour atténuer la vie chère et les raisons de cette vie chère. Est-ce que vous pensez que de telles démarches doivent être instituées? Oui, et c'est pour ça que j'ai pris mon exemple. Moi, je n'ai pas fait la tournée gouvernementale avec, comment dirais-je, toutes nos autorités politiques. Mais j'ai fait un travail de fourmi. Je suis allé vers des personnes, vers des sages. Je suis même allé bien avant que la tournée ne commence. J'ai informé, renseigné par rapport à mon domaine professionnel, par rapport aux informations que j'ai, par rapport, je dirais, à ma propre culture, à mes propres renseignements. Et j'ai essayé de contextualiser cela avec certaines personnes. Quand vous avez des personnes qui peut-être sont des déflatées, qui n'ont pas de logement et qui habitent de façon illégale dans nos quartiers de ville ou dans nos villages, et que vous venez vers eux, vous leur expliquez qu'en réalité, d'abord, ils sont dans l'égalité, mais que l'État comprend, mais qu'il y a aussi des problèmes qui font que, d'accord, l'État ne veut pas tout de suite sévir ou voilà, venir avec de grosses solutions ou de grosses actions à pouvoir vous dire, écoutez, essayez de formaliser un peu, reformuler un peu votre mode de vie, votre cadre de vie. Alors, quand vous expliquez un peu aux gens tout cela,
mais ils comprennent. Ils comprennent. Oui. Alors, à vous entendre, vous avez fait cela parce que vous soutenez Patrice Talon, n'est-ce pas? Écoutez, moi, je soutiens ce qui est bien fait, donc forcément, je soutiens le chef de l'État. Alors, quelles sont, de Oui. façon explicite, les raisons qui vous motivent à soutenir Patrice Talon? Alors, je l'ai toujours dit officieusement et officiellement, ça a été le seul candidat qui est venu à un programme d'action. Bien établi. En tout cas, très bien établi même. Alors, non seulement il est venu avec le programme d'action, mais ensuite, il a mis en œuvre ce programme d'action. Alors, il a trouvé les moyens pour mettre en œuvre ce programme d'action. Et aujourd'hui, c'est clair, dans beaucoup de domaines, nous sommes en train d'aller vers l'émergence. Nous sommes aujourd'hui respectés en tant qu'État. L'autorité de l'État est revenue. Aujourd'hui, beaucoup de pays de la sous-région viennent nous copier. La Côte d'Ivoire est venue copier la Griette. Le Nigeria est venu copier notre modèle de police républicaine. La Mauritanie, pareil. Ainsi de suite. Alors, cela voudrait dire quoi? Aujourd'hui, notre président, il est président de l'UEMOA. Donc, voilà des signaux forts qui font que, moi je dis aujourd'hui, il faut que chacun, à son niveau, puisse véritablement apporter un plus. Apporter un plus. Qu'il puisse se dire que ce n'est pas forcément l'apanage ou la responsabilité seulement de l'homme politique, du gouvernant, du ministre, du DG ou encore mieux, du président. Non, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est ça aussi. Patrice Talon, à son avènement au pouvoir, a eu à dissoudre et ajuster un peu l'administration et autres. Cette structure à laquelle vous étiez directeur général adjoint a disparu également. Est-ce que vous pensez que tous ces réajustements sont fondés? Ah oui, c'est fondé. Je défie quiconque de me donner un exemple de choses qui n'a pas prise ou qui a été mal faite. C'est vraiment, je pense, ce qu'il fallait faire. Parce que quand vous avez des sociétés qui sont complètement à la faillite et que l'État continue de faire des efforts à donc faire face à un financement, alors que ces sociétés-là, ma foi, d'accord, il y a eu des erreurs qui se sont accumulées et n'ont pas eu le courage donc de pouvoir, je dirais, tourner la page et de faire donc des réajustements. Soyons sérieux, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Oui. Alors, avant de vous interroger sur sur l'agence que vous dirigez, j'ai bien envie de vous poser encore deux petites questions. Nous sommes à la veille d'élections législatives de 2023. Pour vous, quelles sont vos espérances par rapport à la configuration du prochain Parlement? Alors, moi, le prochain Parlement, il doit être très pragmatique. Il doit être composé de personnes qui ont un background, c'est-à-dire des connaissances, des compétences, et qui rêvent pour leur localité. Et des personnes qui sont des avant-gardistes. Ce n'est pas des observateurs. On ne veut plus des observateurs à l'Assemblée. On veut des personnes qui, par rapport à la professionnalisation dans leurs compétences, donc compétences intellectuelles, soient vraiment disponibles pour s'engager sur de grands débats, pour proposer de grandes choses à notre pays, parce que notre pays a des potentialités et nous avons vu en moins de 5 ans ce que ça a donné. Donc, si nous nous entourons de bonnes personnes, des personnes patriotes qui sont prêtes vraiment à se sacrifier pour que ça aille, je crois que nous en sortirons grandis et notre Assemblée aussi sera fière d'être une Assemblée parfaitement, je dirais, professionnellement bien qualifiée dans toutes ses compétences, que ce soit au niveau du Parlement, avec les institutions internationales
ou même au niveau national. Au niveau national. Alors, l'autre question, avant de passer à la seconde partie de cette émission, c'est ce monument en hommage aux Amazones qui fait couler beaucoup d'encre de salive dans Cotonou. Beaucoup de gens essaient de la commenter. Vous avez appris par la venue devant ce monument-là qui fait objet d'attraction. Quelles sont vos impressions sur l'œuvre qui est en train d'être révélée? Alors, moi, j'irai même plus loin au fait. Aujourd'hui, quand vous descendez à l'aéroport et que vous rentrez dans le Bénin, à commencer par Cotonou, vous êtes fiers parce que vous voyez une ville qui s'ouvre, qui est resplendissante et qui, au fait, forcément devient une ville touristique. Alors, ce n'était pas le cas il y a peut-être 5 ans. Donc, les différents monuments, qui sont des monuments qui témoignent de notre histoire, de notre culture. Aujourd'hui, toute l'histoire du Bénin doit être réécrite parce que, effectivement, le colonisateur, le colon, ou le fait d'avoir été donc une colonie de la France, ça nous a desservi sur certains côtés de la chose. Alors, il s'agit donc de réécrire notre histoire et de contextualiser avec cette histoire-là notre culture, nos valeurs. Et moi, pour moi, la place de l'Amazone, elle fait partie, elle est donc partie intégrante dans toute cette histoire culturelle qu'il faudrait forcément matérialiser. Alors, l'œuvre elle-même, quel est votre commentaire là-dessus? L'œuvre elle-même, pour moi, je n'ai aucun commentaire. C'est une œuvre qui, pour moi, elle est bien conçue, elle est bien élaborée, elle retrace une histoire. Et d'abord, c'est d'abord de ça il s'agit pour moi. C'est quelque chose qui parle tout simplement, ça. Même sans savoir vraiment, ça communique, ce monument-là. Ça envoie un message fort. Oui. Alors, Christian Da Silva, là, je vais vous reprendre dans votre Marigot, l'Agence pour la prévention des risques professionnels de la santé et de la sécurité au travail. Quel est son rôle dans la République? Alors, aujourd'hui, cette agence est là pour pouvoir tout simplement essayer de ramener un peu tout ce qu'il faut de façon professionnelle. Les obligations des employeurs aujourd'hui. Je prendrai un seul volet. Alors, l'employeur est garant de la santé et de la sécurité du travailleur, du salarié qu'il emploie. Et dans ce cadre-là, le Code du travail le prescrit formellement. Il doit pouvoir, au niveau de ces travailleurs, former des personnes qui seront des personnes de première urgence, les gestes de premier secours. En France ou en Europe ou ailleurs, on les appelle des sauveteurs secouristes du travail. Il est dit dans le Code du travail, dans notre Code du travail, qu'il faut donc, parmi les salariés, les travailleurs, former, choisir un certain nombre et les former pour les premiers gestes en matière de sauvetage et de secourisme au travail. Certains le font, certains ne le font pas. Alors, mais quel serait l'intérêt de cette formation-là? Alors, cet intérêt est un intérêt à tous les niveaux. Au niveau employeur, ça permet de diminuer le risque financier, qui est donc tout ce qui est coût financier investi en matière d'accidents de travail, maladies professionnelles dans l'entreprise. Au niveau organisationnel, ça permet de créer donc forcément, automatiquement, un dialogue social parce que ceux-là qui seront formés en tant que sauveteurs secouristes du travail, ils seront également des préventeurs en matière de prévention des risques professionnels.
Donc, ils vont être, je dirais, la cheville ouvrière pour éviter même qu'il y ait tout ce qui est risques psychosociaux en entreprise, donc tout ce qui concerne le stress, les maladies professionnelles de tout genre, les risques de harcèlement sexuel ou même moral, tout ce qui concerne même le burn-out. Donc, ces personnes-là seront déjà donc, avec ce background-là forcément utiles à l'employeur, mais utiles aussi dans leur cadre de vie. Mais est-ce que, au regard de ce que vous dites là, est-ce que nos patrons d'entreprise ont cette culture-là? Ah, mais vous savez, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que on parle partout aujourd'hui de tout ce qui concerne la qualité, l'hygiène et la sécurité de l'environnement. Donc, c'est les nouveaux défis aujourd'hui pour un dialogue social, pour un bon fonctionnement organisationnel de l'entreprise, pour la baisse de tout ce qui est risque émotionnel en entreprise et pour l'atteinte donc de meilleurs résultats. Pour une bonne image de l'entreprise aujourd'hui, tout le monde doit être forcément structuré pour avoir un département santé, un département sécurité au travail, un département qualité du travail, ainsi de suite. Vous vous imaginez, il y a des structures qui n'ont même pas un pôle santé dans leur organigramme. Sur leur site, infirmerie. Ils n'ont même pas d'infirmerie dans leur entreprise et au moindre problème, il faut que l'employé se déplace. Mais aujourd'hui, je mets au défi tout employeur qui, face à un accident de travail où il y a un saignement abondant et qu'il n'a formé aucun de ses employés à pouvoir venir en appoint rapidement dans les secondes qui suivent pour trouver la solution et arrêter le saignement. Les soins élémentaires. Ah ben, non seulement sauver la vie, ce n'est même pas des soins élémentaires en matière de saignement abondant. Il faut sauver la victime tout de suite. Sinon, en moins de 3 minutes, elle se vide de son sang, elle est cliniquement morte. On ne peut rien faire. Et moi, je dis aujourd'hui, il n'y a pas que ça qu'on apprend déjà en formant ces formateurs, ces personnes en tant que sauveteurs, secouristes du travail. Il y a encore beaucoup de choses qu'on essaie de les apprendre dans d'autres modules, ainsi de suite. Parce que le risque, il est partout. Il est vraiment partout. Il est dans nos maisons, il est dans notre cadre de vie, il est partout. Et mieux encore, oui, je lance un appel aux assureurs. Les assureurs gagneront à vraiment se conformer. Donc conformer, je dirais, toute leur clientèle à formaliser par cette formation-là, de pouvoir donc avoir, en le faisant, ils vont diminuer les risques en matière de coûts financiers engagés lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'il y a des morts, lorsque malheureusement on doit faire face à des états ou de congés de maladie ou de mort de victimes lors d'un accident de travail ou d'un accident de trajet des différentes personnes-là qui sont donc assujetties à pouvoir travailler dans leurs différentes unités de travail. Merci à vous, Karim et Christian Da Silva. Christian Da Silva, c'est la même famille. Karim Da Silva, Christian Da Silva. Merci à vous pour ce passage sur cette émission. Nous sommes à la fin. C'est un rituel sur cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de ces internautes-là qui ont sacrifié un peu de leur data mobile, de leur temps également, pour suivre cet entretien. Alors, moi, je dirais que le Bénin est notre pays à tous. Nous devons être vraiment patriotes. Nous n'avons pas besoin d'avoir une coloration politique pour exprimer notre engagement.
Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en plein 21e siècle et ça va très vite. Puisqu'on parle d'internautes, vous savez de quoi il s'agit. Comme je le dis souvent, aujourd'hui c'est le 19 mai, je pense. Non, aujourd'hui nous sommes le 22 mai. 22. Ah, le 22 mai. Voilà. Donc il n'y aura plus jamais après aujourd'hui de 22 mai 2022. Donc chaque jour a ses objectifs à atteindre, a son challenge et c'est également un jour de grâce. Donc portez-vous bien et surtout soyez très patriotes. Merci à vous, Christian Da Silva. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité, à l'entame de son argumentaire, a fait savoir que du point de vue communication, c'est très important ce qui a été fait notamment lors de la tournée gouvernementale qui s'est rendue effective dans toutes les communes du pays à travers des entretiens avec la population menés par les ministres, soutenus par les députés, les maires, les chefs d'arrondissement et autres acteurs politiques. Toutes les populations ne sont pas sur les réseaux sociaux, nous a fait observer Christian Da Silva, et donc il a fait savoir que lui, il a essayé d'informer, de renseigner les siens par rapport à ces raisons motifs de la vie chère. Il a fait savoir que la vie est chère aujourd'hui grâce, à cause, j'allais dire, de plusieurs conflits dans le monde, notamment le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, Al-Qaïda, le terrorisme et bien d'autres facteurs. Il y a également les 2 années d'immobilisme que le monde entier a connu avec les affres de la pandémie due au nouveau coronavirus Covid-19. Il a également fait savoir qu'il y a également d'autres facteurs qui font que, des facteurs exogènes qui font que les produits de première nécessité ont connu une hausse. Les mesures prises, j'allais dire, par le gouvernement pour atténuer les souffrances des populations. Il y a eu des mesures pour le contrôle des prix sur le marché, des exonérations. Notre invité a eu à nous exposer ces mesures qui ont été prises par le gouvernement et il a fait savoir que la tournée gouvernementale ne doit pas s'arrêter qu'à des rencontres de grands groupes et il ne faut pas politiser ces séances-là. C'est civique pour lui et donc il faut une veille permanente et donc il faut que chaque député, chaque ministre, chaque maire puisse retourner de façon individuelle sur le terrain, échanger avec les siens pour que le message soit davantage propagé. Lorsqu'il a été interrogé sur la question de savoir pourquoi il est un soutien du président Patrice Talon, il a fait savoir que Patrice Talon est le seul candidat en 2016 qui est venu avec un programme d'action et qui l'a mis en application. Avec Patrice Talon, le Bénin est désormais un exemple. Il a illustré son argumentaire par le fait que, entre autres innovations que le président Patrice Talon a effectuées, la Côte d'Ivoire a copié la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le Nigeria a copié également la fusion de la police et de la gendarmerie, notamment la police républicaine qui a été créée au Bénin par le président Patrice Talon. Et pour lui, les exemples sont légion. Pour lui, le président Patrice Talon a restauré l'autorité de l'État et le Bénin est davantage respecté dans le concert des nations. Interrogé sur la question de savoir quelles sont ses espérances sur la configuration du prochain Parlement. Pour lui, il souhaite que le prochain Parlement soit davantage dynamique et pragmatique et qu'il soit composé de personnes avant-gardistes, pas des observateurs. Il veut, pour le compte de la 9e législature, des patriotes. Il se réjouit de la transformation profonde de la ville de Cotonou et il a salué l'œuvre artistique qui est érigée sur le boulevard des Amazones en mémoire des Amazones du Bénin. En fin d'émission, il a eu à nous exposer de fond en comble les objectifs et les missions assignées à son agence pour la prévention des risques professionnels de la santé et de la sécurité sociale au travail. Il nous a édifié de fond en comble sur l'univers et la nécessité de pouvoir former des personnes dans ce cadre. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Bien sûr. Merci à vous, Christian Da Silva. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre fondateur du parti politique Union Progressiste, anciennement directeur général adjoint de Bénin Télécom Infrastructure. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général de l'Agence pour la prévention des risques professionnels de la santé et de la sécurité au travail. Merci une fois encore d'être passé ce dimanche sur ce plateau. Merci. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et l'aimabilité que vous accordez à ce programme télé sur ESAU TV. Portez-vous bien et à très bientôt.